Je suis entrée dans la salle d'audience bondée du tribunal des affaires familiales, où ma belle-fille était assise, les jambes croisées, les lèvres retroussées en un rictus de défi, tandis que son avocate déclarait froidement « Son mari n'a aucune valeur, et les biens doivent être partagés en deux. » Des murmures se sont propagés dans la foule comme des vagues. Mais moi, la mère, qui avait vu mon fils perdre ses jambes dans un accident de travail, j'ai senti le sang dans mes veines s'enflammer. Elle avait trahi l'homme qu'il avait autrefois protégé et osait maintenant réclamer la maison même qu'il avait construite de sa sueur et de ses larmes. J'ai resserré ma prise sur ma mallette en cuir et j'ai traversé le silence stupéfait. Le juge s'est figé, les yeux écarquillés. « Madame Evelyne Martel, pourquoi êtes-vous ici ?» J'ai posé la mallette sur la table, mes yeux ne quittant jamais les siens. « La justice, ai-je dit doucement, s'est enfin réveillée. » Elle n'avait aucune idée que ce qui se trouvait à l'intérieur de cette mallette allait mettre le feu à toute la salle d'audience et à son monde entier. Mon nom est Evelyne Martel, 66 ans, autrefois l'une des avocates les plus renommées de Lyon, avant de quitter la profession il y a près de 20 ans. Les gens m'appelaient la dame de fer de la justice, jusqu'à ce qu'une affaire manipulée par l'argent et le pouvoir brise ma foi dans le système même que je servais. Je me suis retirée du droit, vivant tranquillement dans une maison de banlieue avec mon fils Nathan, l'enfant que j'ai élevé seul après le départ de mon mari. Je pensais avoir déposé toutes les armes, mais la vie trouve toujours un moyen de vous rattraper, surtout quand quelqu'un ose toucher la seule chose sacrée que j'ai. Ma famille. Ce matin-là, la salle d'audience était comble, la lumière du soleil filtrant à travers les vitres dépolies sur les bancs de bois usés. Le murmure des spectateurs ondulait partout, puis s'estompait rapidement lorsque le juge Antoine Pelletier est entré et a frappé de son maillet. J'étais assise à côté de Nathan, mon fils, sentant sa main trembler dans la mienne. Ses mains avaient autrefois été assez stables pour soulever des poutres d'acier pesant des centaines de kilos, mais maintenant, elles n'étaient que la faible chaleur d'un homme que la vie avait frappé sans pitié. De l'autre côté de l'allée, Bianca, ma belle-fille, était assise à la table de la défense comme si elle était propriétaire des lieux. Elle a croisé les jambes, ses talons rouges profonds tapant sur le sol à un rythme provocateur. Ses cheveux bruns ondulés étaient parfaitement coiffés, sa robe ajustée affichant une confiance froide et calculée. Sa famille était assise derrière elle, mère, père et un jeune frère, chacun affichant l'air suffisant de ceux qui pensent que la fin est déjà écrite. L'avocate de Bianca, Camille Estève, une femme d'environ 35 ans, se tenait avec l'assurance de quelqu'un de certain d'avoir déjà gagné. Sa voix a résonné dans la salle. « Monsieur le juge, ma cliente, Madame Bianca Dubois, demande le divorce de Monsieur Nathan Martel et exige un partage égal du domicile conjugal en tant que bien matrimonial légitime. » Elle a fait une pause, jetant un regard de fausse pitié à Nathan avant de continuer. Après un accident du travail, Monsieur Martel n'est plus en mesure de travailler et ne peut plus remplir son rôle de mari ou de père. Chaque mot tombait comme une lame. J'ai senti les épaules de Nathan tressaillir. Il a baissé la tête, la mâchoire si serrée que je pouvais voir la veine bleue sur son cou. J'ai posé ma main sur la sienne, une petite pression de réconfort. En moi, la colère montait. Mais après des années dans les prétoires, je savais que la colère ne faisait que semer le chaos. J'ai pris une longue inspiration. J'ai pris mon stylo et j'ai commencé à noter les failles de leur argumentation. Derrière nous, des chuchotements s'élevaient. Certains m'avaient reconnu. « C'est Evelyne Martel ? Elle était une légende à Lyon ?» Je l'ai entendue, mais je ne me suis pas retournée.
J'avais un jour juré de quitter ce monde pour toujours après qu'une affaire m'ait tout coûté. Ma réputation, ma foi et même mon mariage. Mais aujourd'hui, je savais que je ne pouvais pas rester sur la touche. Quand le juge Pelletier a levé les yeux, son regard s'est arrêté sur moi. Madame Evelyne Martel, est-ce exact? Oui, monsieur le juge. Je suis ici en tant que conseil juridique pour mon fils, monsieur Nathan Martel. La salle a bourdonné comme le ressac frappant les rochers. J'ai ouvert ma vieille mallette en cuir usé, j'ai sorti l'autorisation signée et la reconnaissance du tribunal, et je les ai apportées au greffier. Pelletier les a examinés, puis a levé les yeux avec une expression mêlant respect et prudence. « Êtes-vous certaine de vouloir vous charger de cette affaire vous-même » a-t-il demandé. J'ai répondu simplement « J'ai laissé les autres parler trop longtemps. Il est temps de parler avec la vérité. » Camille a eu un petit rire, une pointe de mépris. « Je ne m'attendais pas à ce que vous vous intéressiez encore à ce travail après tant d'années de silence. » Je me suis tournée vers elle avec un mince sourire acéré. Je ne suis pas revenue par intérêt. Je suis revenue pour la justice. Le silence est tombé. Pelletier s'est raclé la gorge, essayant de restaurer la formalité. Il a frappé légèrement de son maillet et a annoncé une suspension de séance de 10 minutes pour vérifier ma représentation légale. Je suis retournée sur le banc et j'ai regardé Nathan. Ses yeux étaient humides, pleins de honte et de douleur. J'ai dit doucement « Je suis là maintenant, Nathan. Tu ne te bats pas seul. » Il a hoché la tête, les lèvres bougeant sans un son. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose se briser et quelque chose s'allumer, une lueur d'espoir au milieu des ruines. L'irritation de Bianca était visible. Elle s'est penchée en arrière, les bras croisés, et a chuchoté quelque chose à son avocate. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai reconnu le regard qu'elle m'a lancé. Un mélange d'arrogance et de peur. Le regard que je connaissais par cœur après des décennies au tribunal. L'audience a repris. Pelletier a confirmé ma représentation. Camille a objecté, mais il a répondu succinctement « Madame Martel est une ancienne membre du barreau de Lyon. Son statut est pleinement valide. » Un rire sec a échappé à Bianca, mais s'est vite éteint quand j'ai croisé son regard. Je pouvais voir son visage changer. La confiance facile s'était envolée. Je crois que la justice ne se moque pas, ai-je dit, la voix basse et claire. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de le prouver. Bianca a retroussé les lèvres, moqueuse. La justice, à votre âge, ce n'est qu'une vieille histoire. J'ai haussé les épaules, mon sourire inchangé. Peut-être, mais les vieilles histoires sont souvent celles qui empêchent les gens de dormir la nuit. La salle d'audience retenait son souffle. Pelletier nous a observés, puis a fait signe de commencer la présentation suivante. Camille a réitéré les demandes de divorce, joignant des preuves médicales de la blessure de Nathan, des photos de ses jambes et de ses plâtres, et des rapports sur la réduction de ses revenus. J'ai écouté tranquillement, marquant chaque faille. Ils essayaient de peindre le portrait d'un homme estropié et inutile pour justifier la cupidité et la trahison. Quand Camille a terminé, Pelletier s'est tourné vers moi. « Madame Martel, souhaitez-vous prendre la parole aujourd'hui ?» Je me suis levée et j'ai tapoté légèrement mon stylo sur le dossier devant moi. « Monsieur le juge, leurs preuves sont pleines de lacunes. Mais je réserverai ma réponse pour demain, quand tout le monde pourra voir la vérité éclater. » J'ai fermé la mallette. Le son a claqué dans la salle. Les regards se sont tournés vers moi. La femme aux cheveux d'argent, avec un regard froid et une voix stable brûlant à l'intérieur comme un feu. L'audience s'est terminée sur la décision du juge Pelletier de suspendre la séance et de permettre la vérification des preuves supplémentaires. Je me suis levée, j'ai rassemblé mes dossiers et j'ai regardé mon fils,
qui essayait de se stabiliser sur ses jambes affaiblies. Je me suis approchée et j'ai murmuré « Maintenant, va te reposer. Demain, tout change. » De l'autre côté de l'allée, Bianca serrait son sac à main et forçait un sourire, les lèvres tremblantes. Elle ne savait pas encore que le jeu était passé entre mes mains. Les mêmes mains qui avaient autrefois rédigé des plaidoiries qui faisaient retenir son souffle à tout lion. Et dans la mallette que je portais se trouvaient des choses qui pourraient renverser tout l'échiquier. Des preuves qui ne lui coûteraient pas seulement tout, mais qui recouvreraient la dette de la réputation qu'elle pensait pouvoir acheter. Le procès en divorce de mon fils ne faisait que commencer. Mais pour moi, c'était la dernière bataille de ma vie. Non seulement pour récupérer une maison, mais pour réclamer justice pour une mère qui était restée silencieuse trop longtemps. Je me suis souvent demandé pourquoi certaines blessures ne guérissent pas après des décennies. Peut-être parce qu'elles ne sont pas dans la chair. Elles sont gravées dans la mémoire, enterrées, jusqu'à ce que quelqu'un effleure la poussière et les réveille. Je me souviens encore de cette nuit d'automne, où mon mari Martin a posé son couteau de table et a parlé d'un ton creux, comme s'il lisait une note de service. « Evelyne, je pars. J'ai trouvé une autre direction pour ma vie. » Je me suis figée dans la cuisine, une louche à la main, ne comprenant pas ce que je venais d'entendre. Sur la table, le ragoût que j'avais cuisiné toute la journée fumait encore, ses épices se mélangeant à la fumée de sa cigarette. Nathan, qui n'avait alors que 10 ans, était assis au bout de la table, les yeux écarquillés, regardant son père prendre une valise clairement préparée à l'avance. La porte s'est ouverte et les phares d'une voiture dans l'allée ont étiré son ombre sur le carrelage comme une déchirure dans la nuit. Je n'ai pas réussi à dire un mot. J'ai juste regardé sa silhouette s'estomper vers la route menant à la banlieue, où l'attendait le manoir d'une riche veuve. Les gens disaient qu'elle avait hérité d'une société immobilière. Mais pour moi, elle était simplement la femme qui avait pris la maison de mon enfant. Nathan a couru après lui, pleurant, appelant, mais le moteur a avalé chaque son. Cette nuit-là, je suis restée près de mon garçon, écoutant la pluie tambouriner sur le toit en tôle. Il a enfoui son visage dans un oreiller, ses épaules secouées de sanglots. Je lui ai caressé les cheveux et me suis mordu les lèvres pour ne pas pleurer. Si je m'effondrais, à quoi se raccrocherait-il? J'ai murmuré une seule phrase, si doucement qu'elle était presque de l'air. Tant que je t'aurai, je tiendrai bon. J'ai tenu cette promesse pendant 30 ans. Les mois qui ont suivi ont été une chaîne de jours harassants et de nuits obstinées. Le jour, j'étais comptable dans une petite entreprise de la Guillotière à Lyon. La nuit, je tenais les comptes d'une épicerie de quartier, puis d'un atelier de couture. N'importe quoi pour quelques euros supplémentaires afin de couvrir le loyer et les frais de scolarité. Chaque matin, j'emmenais Nathan à l'école à vélo, attendant parfois qu'un tronçon de route inondé se dégage. Vêtements trempés, doigts engourdis, mais son rire me rendait forte. Nathan était mon réconfort. Il étudiait dur, ne se plaignait jamais. Quand les pères des autres enfants vinrent les chercher, il ajustait son sac à dos et disait « Ce n'est pas grave, maman, on est juste nous deux. » Je ne peux pas compter les nuits blanches que nous avons passées sur les manuels scolaires. Je me souviens seulement que lorsque les cloches du matin sonnaient, je jetais un coup d'œil furtif à son visage endormi et je me disais « Tout cela en vaudra la peine. » Au lycée, il rêvait de devenir ingénieur civil. Je savais que ce ne serait pas facile. Les frais de scolarité à l'époque étaient plus élevés que la moitié de mon revenu annuel, mais je n'allais pas reculer. Un après-midi, il a remarqué que mon alliance avait disparu de la petite boîte en bois. « Maman, où est la bague de papa ?» J'ai souri et j'ai gardé une voix légère. « Je l'ai échangée contre une chance pour ton avenir. » Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans sa chambre,
et je ne suis pas entrée. Certaines larmes doivent couler d'elles-mêmes pour qu'une personne puisse grandir. Puis, un jour d'avril, Nathan a fait irruption par la porte avec une enveloppe blanche, à bout de souffle. « Je suis pris, maman. L'INSA de Lyon m'a accepté. » Je suis restée figée un instant, puis je l'ai serré fort dans mes bras. Après presque une décennie, j'ai pleuré de joie. À l'université, Nathan étudiait et travaillait sur les chantiers. Il ne craignait ni le soleil, ni la boue, et on a commencé à lui confier des tâches importantes. Je lui envoyais toujours de l'argent de poche, même si ce n'était que quelques dizaines d'euros par semaine. Lors de ses visites à la maison, il disait « Maman, je te rembourserai tout bientôt, je te le promets. » Et il l'a fait. Après son diplôme, Nathan a rejoint une grande entreprise de construction et a rapidement gravi les échelons grâce à sa discipline et à sa ténacité. Je me souviens du jour où il m'a emmené voir un terrain en banlieue, dans le même quartier où nous passions autrefois, en admirant de loin les maisons illuminées. Il a dit « Je veux que nous ayons un endroit que nous puissions vraiment appeler notre foyer, maman. » Nous avons économisé chaque euro, renoncé à tout luxe. Le week-end, j'apportais le déjeuner sur le chantier. La sueur perlait sur son front, mais il souriait. « Juste quelques mois de plus et tu auras ta propre maison. » Quand la petite maison à 2 étages a été terminée, Nathan m'a tendu les clés. Ses paumes étaient calleuses, ses bras burinés par le soleil, ses yeux brillants de fierté. « Maman, je l'ai promis, personne ne nous mettra plus jamais dehors. » Je suis restée dans le salon, sentant l'odeur de la peinture fraîche, les larmes coulant sur mes joues. Pour la première fois depuis des années, la paix semblait réelle. J'ai accroché une petite photo de nous deux devant notre ancien appartement sur le mur, comme un rappel du chemin parcouru. Ces premiers soirs dans la nouvelle maison, je m'asseyais sur le porche, écoutant les grillons dans le ciel silencieux. À l'intérieur, Nathan mettait du jazz doux et lisait sur le canapé. Plus de disputes, plus de silhouettes s'éloignant dans la nuit. Juste nous deux, et le sentiment que la vie nous avait enfin offert une parcelle d'équité. J'ai commencé à croire que la douleur passée avait acheté la paix d'aujourd'hui. Nathan disait qu'il voulait que j'arrête de travailler pour me reposer. Je me suis contentée de rire. Je ne suis pas sûre de savoir comment me reposer. Mais au fond de moi, je croyais que la lutte était terminée. J'ai acheté un pot de lavande pour la fenêtre de la cuisine. Chaque matin, la lumière du soleil filtrait à travers la vitre et peignait un violet pâle sur le mur, comme une bénédiction. Nathan me taquinait. « Tu cultives la paix, hein ?» Je souriais. « La paix pousse vite si tu sais comment la préserver. » La vie s'écoulait facilement, comme une rivière d'été. Nathan a rencontré Bianca lors d'un séminaire sur la construction. Elle était jeune, vive, douce, si douce que même moi, je l'appréciais. Quand ils se sont mariés, j'ai cru qu'il avait enfin trouvé ce qui lui avait manqué dans son enfance. Les premières années, je les regardais rire dans la cuisine, parler d'avoir un bébé, et je sentais le poids se lever. Puis, Lily est née, avec les yeux brillants de son père, et la maison s'est remplie de rires. Je pensais que ma vie avait bouclé la boucle, de la perte au renouveau. Mais j'avais tort. La paix que je pensais cultiver n'était qu'une fine couche de terre sur un ravin caché. De minuscules fissures sont apparues dans des endroits ordinaires. Des appels tardifs, des voyages imprévus, le regard de biais de Bianca quand je posais des questions sur l'argent. Je n'aurais jamais imaginé que le bonheur que j'avais gardé avec ma jeunesse serait brisé par la femme même que j'avais un jour appelée ma fille. Mais c'est un chapitre ultérieur. À ce moment-là, dans la première maison que mon fils a construite de ses propres mains, je croyais encore que la paix était réelle, même si c'était le calme avant la tempête.
L'accident est survenu un matin qui semblait ordinaire. Nathan était parti tôt avec le déjeuner que je lui avais préparé. J'étais restée pour ranger et commencer à préparer le dîner. À 7h30, le téléphone a sonné. Je me souviens de la sonnerie, longue, insistante, et quand j'ai décroché, une voix tremblante a dit « Madame Martel, je suis le chef de chantier. Nathan, il a été électrocuté. Le SAMU l'emmène à l'hôpital. » Je suis devenue engourdie. Mon corps s'est vidé de son sang. Le téléphone a glissé de ma main et a heurté le sol avec un bruit sec. Des images se sont bousculées dans ma tête. Son sourire ce matin-là, sa promesse d'être à la maison pour le dîner, l'étincelle dans ses yeux en parlant d'un nouveau projet. J'ai attrapé mes clés et je suis sortie en courant comme une folle. À l'hôpital, le couloir s'étendait sous des néons agressifs. L'odeur de désinfectant me donnait la nausée. Quand le médecin est sorti, j'ai vu la gravité dans ses yeux avant même qu'il ne parle. Le choc ne lui a pas coûté la vie, mais la chute de l'échafaudage, de plus de 10 mètres de haut, a gravement endommagé ses jambes. Les nerfs et les tissus musculaires sont touchés. Il pourra peut-être marcher, mais il aura besoin de béquilles à vie. C'était comme une lame dans ma poitrine. Les mots « à vie » résonnaient. J'ai hoché la tête, gardant mon sang-froid. Mais quand j'ai regardé à travers la fenêtre et que j'ai vu ses jambes enveloppées de la cuisse à la cheville, les larmes ont inondé mes yeux. Pendant 3 jours, je suis restée à son chevet. Quand Nathan s'est réveillé, sa première question a été « Maman, est-ce que je pourrais retourner travailler ?» Je lui ai tenu la main, souriant avec un cœur brisé. « Nous allons réapprendre, mon fils. Je suis là. » J'ai tout appris de ce que les infirmières m'ont enseigné. Comment masser les muscles, les étirer et régler une canne à l'angle correct. Chaque jour, je me tenais près de son lit, soulevant sa jambe, centimètre par centimètre, comptant doucement. Après le départ des infirmières, je le lavais, je changeais les pansements et je collais discrètement des notes dans la maison. « N'abandonne pas. Tu as encore maman. » Au début, Bianca venait régulièrement. Elle apportait de la soupe au poulet, des fruits et arrangeait même des fleurs près de la fenêtre. Chaque fois que quelqu'un entrait, elle prenait la main de Nathan et chuchotait « Je serai toujours avec toi, quoi qu'il arrive. » Je voulais y croire. Je les regardais et je voyais mon moi plus jeune avec Martin, la foi encore intacte. Mais la foi est un fil si fragile qu'il peut se rompre avec un seul soupir. Le jour où Nathan est sorti de l'hôpital, j'ai aménagé une chambre au rez-de-chaussée pour lui et j'ai installé des barres d'appui supplémentaires le long du couloir. Notre maison, autrefois calme et silencieuse, avait maintenant le bruit sec des béquilles chaque matin. Pendant les premiers repas après son retour, Bianca souriait encore, s'occupait de lui donnait même des bouchées. Mais en quelques semaines, ce sourire a disparu. Un soir, alors que j'apportais une assiette de poisson à table, Bianca a jeté un coup d'œil à son téléphone et a froncé les sourcils. « Je dois sortir un moment. Manger sans moi. » Nathan est resté silencieux. Quand la porte s'est refermée, j'ai entendu sa cuillère toucher l'assiette avec un léger tintement. « Maman, elle est probablement fatiguée. Elle a beaucoup de choses à gérer. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé mon fils, je l'ai vu essayer de sourire, et j'ai vu la tristesse dans ses yeux, comme un lac d'hiver. Les repas sont devenus lourds. Bianca a commencé à multiplier les excuses. Le travail, les amis, un projet personnel. Je ne savais jamais ce qui était vrai, seulement que Nathan parlait de moins en moins. De nombreux matins, je le trouvais assis sur le porche avec une tasse de café froid, regardant les voitures passer. Un après-midi de juin, quand Nathan a dit qu'il voulait prendre l'air dans le jardin,
J'ai proposé de demander à Bianca de l'aider à pousser son fauteuil. Elle se maquillait dans la salle de bain. Sa voix est sortie. Il n'a pas besoin de moi. Tu peux l'emmener. Je suis restée immobile un instant, puis je l'ai fait moi-même, en silence. Je l'ai aidé à s'installer dans le jardin et j'ai étalé une petite couverture sur l'herbe. Nathan a regardé autour de lui et a forcé un sourire. Ce n'est pas grave, maman. Elle a juste besoin de temps. J'ai souri en retour, mais c'était comme si une pierre pesait sur ma poitrine. De petits signes ont commencé à apparaître. Des appels interrompus quand j'entrais dans la pièce, un parfum étrange dans la voiture, des reçus de restaurants chics que j'ai trouvés par hasard dans le manteau de Bianca. Je n'ai rien dit. Mes années dans le métier m'avaient appris que les preuves parlent plus clairement que les sentiments. Puis, un matin au marché, j'ai surpris une conversation entre deux voisines près de l'étal de fleurs. Cette femme Martel, je l'ai vue avec un type au café du coin. Ils étaient très proches, pas comme des collègues. L'autre a demandé « Un grand type, costume gris ? C'est lui. Il conduisait une belle voiture. » Je me tenais derrière elle, serrant mon cabas jusqu'à ce que les oignons verts se cassent. J'ai continué mon chemin sans un mot. Ce soir-là, quand Bianca est rentrée, j'ai servi le dîner comme d'habitude. Elle a mangé quelques bouchées et a repoussé l'assiette. « Le poisson est un peu fort, maman. » J'ai simplement dit « Oui, probablement parce que je l'ai acheté tard. » Mais dans ma tête, les doutes s'alignaient pour former une image claire. J'ai commencé à noter quand elle partait, qui appelait, et quand elle revenait. Non pas pour la contrôler, mais parce que mon instinct me disait qu'une tempête approchait. J'avais déjà vu ce regard, celui de quelqu'un qui cherche une sortie d'une relation, mais pas avec honnêteté. Vers minuit, une nuit, je préparais une tisane quand j'ai entendu des chuchotements venant de la chambre de Lily, ma petite fille. La voix de Bianca était douce, mais tranchante comme une lame. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Demain, si la maîtresse te demande, tu dis que tu veux vivre avec moi. Compris ? Tu ne peux pas rester avec un malade pour toujours. » La voix de Lily était minuscule, étranglée. « Je ne veux pas mentir, j'aime papa. » Le ton de Bianca s'est durci. « Si tu n'écoutes pas, nous allons tout perdre. C'est ce que tu veux ? » Je me tenais dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Ma main tremblait autour de la tasse de tisane, le liquide chaud me brûlant le poignet. Voir une mère forcer sa fille de 8 ans à mentir pour obtenir la garde m'a donné envie d'entrer en trombe et de crier. Mais je ne pouvais pas. Je me suis retirée dans l'obscurité. Toutes les compétences de mes années d'avocate sont revenues, froides et précises. J'ai compris. Je venais d'entendre la première preuve d'un complot juridique soigneusement planifié pour s'emparer à la fois des biens et d'un enfant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans le salon sous une douce lampe jaune. Nathan s'agitait dans son sommeil, ses jambes tressautant de douleur. Son visage était émacié, sa peau grise à cause des médicaments. J'ai voulu le réveiller et tout lui dire, mais je me suis arrêtée. Il avait déjà assez enduré, je n'allais pas en rajouter. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon vieux carnet en cuir, celui que j'avais rangé il y a des années, et j'ai commencé à noter les détails, les dates, les heures, les mots, les expressions. Je n'étais plus seulement une mère. J'étais redevenue une avocate, rassemblant des preuves pour une affaire qui n'avait pas encore été déposée. Le lendemain matin, j'ai préparé du café et je me suis assise sur le porche. Bianca est sortie, tirée à 4 épingles, les lèvres d'un rouge audacieux, noyées dans le parfum. Elle m'a adressé un mince sourire. « Je vais chercher Lily après l'école et je dîne avec une amie. Ne m'attendez pas. » J'ai hoché la tête. « Vas-y, Bianca, et prends soin de toi. » Elle a levé les yeux, surprise une fraction de seconde, puis s'est éloignée. Quand sa voiture a disparu au coin de la rue, j'ai pris une gorgée de café amer, les mains posées sur le carnet ouvert.
Le soleil brillait dehors, mais à l'intérieur de moi, il n'y avait que du froid. Je savais que la tempête avait vraiment commencé, et cette fois, je ne la laisserais pas emporter ce que j'avais déjà perdu une fois. Parce que ce combat ne concernait pas seulement le partage d'une maison. Il s'agissait de protéger l'âme de l'enfant qui porte le nom de Martel, la seule dans cette maison qui sait encore faire la différence entre la vérité et le faux semblant, l'amour et le calcul. Et moi, celle qui avait un jour juré, tant que j'aurai mon enfant, je tiendrai bon, je devais maintenant tenir cette promesse à nouveau, non seulement pour Nathan, mais pour Lily. Cet après-midi-là, le ciel de Lyon était d'un gris solide, les nuages bas, affaissés, comme s'ils étaient prêts à éclater. Je réchauffais de la soupe au poulet quand la sonnette a retenti. Rapide, impatiente. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je suis allée à la porte. En l'ouvrant, un parfum coûteux a envahi l'entrée avec la voix glaciale de Bianca. Derrière elle se tenait une jeune femme en tailleur gris, aux traits acérés, les yeux froids comme du métal. J'ai su qui elle était à la seconde où je l'ai vue. Camille Estève, une avocate spécialisée dans les divorces à fort enjeu, quelqu'un que j'avais affronté dans un litige immobilier 15 ans plus tôt. J'avais gagné cette fois-là. « Bonjour, Madame Martel », a dit Camille avec un mince sourire, la voix plate. « Nous sommes ici pour parler de l'avenir », a dit Bianca. Elle est entrée directement dans la cuisine et a jeté une épaisse liasse de papier sur la table en bois, des lettres en gras sur la couverture. Requête en divorce. J'ai baissé les yeux. La vapeur de la soupe s'élevait dans l'odeur de papier frais et d'encre, formant une odeur âcre et suffocante. « Ceci est un projet d'accord de divorce », a dit Camille, tournant les pages comme pour une démonstration. Ma cliente, Madame Bianca Dubois-Martel, demande un partage égal de la maison, une pension alimentaire mensuelle et la garde exclusive de Lily. Nathan est entré du salon, s'appuyant sur sa béquille. Son visage est devenu pâle. « Partager la maison ?» a-t-il répété, la voix tendue comme s'il avait avalé une pierre. « J'ai construit cette maison. »« Tu l'as construite » l'a interrompu Bianca. « Mais j'y vis, je contribue. Et je ne vais pas passer ma vie à m'occuper d'un... » Mon cœur s'est serré. Ce mot est sorti de sa bouche comme un couteau. Nathan a chancelé, s'agrippant au bord de la table. Je me souviens encore des yeux de mon fils quand il a entendu sa femme prononcer ce mot. Aucune mère n'oublie des yeux comme ceux-là. Camille a souri, la voix toujours polie. Nous ne voulons pas rendre les choses difficiles, Madame Martel. Si les deux parties peuvent s'entendre, ma cliente ne demandera aucun bien supplémentaire. J'ai pris les papiers et les ai parcourus. Le jargon juridique s'étalait comme une carte de bataille. Je pouvais lire l'intention dans chaque ligne. Cette maison a été achetée et titrée avant le mariage. Ai-je dit d'un ton égal. Selon la loi française, c'est le bien propre de mon fils. Il n'y a aucune base pour un partage. Camille a incliné la tête avec un léger sourire. Je sais que vous avez pratiqué le droit, et je respecte cela. Mais je suis sûre que vous n'avez pas oublié la notion de communauté de biens réduite aux acquêts. Quand une maison est utilisée comme résidence conjugale au fil du temps, avec des investissements ou des améliorations faites par les deux parties, en argent ou en travail, elle peut être considérée comme un bien de la communauté. Elle a terminé et a jeté un coup d'œil à Bianca, un petit signal de victoire. J'ai hoché légèrement la tête, ressentant ce vieux mélange de colère et de clarté. Elles essayaient d'éroder la propriété de Nathan avec une faille juridique, un concept bien connu. Une tactique que j'avais vue d'innombrables personnes riches utiliser pour dépouiller les plus vulnérables de leurs biens. Nathan s'est agrippé au bras de la chaise pour se stabiliser. « Qu'est-ce que tu dis, Bianca ?» Elle s'est tournée vers lui,
la voix dure comme la pierre. Tu ne comprends pas? C'est fini. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Je ne vivrai pas avec un fardeau. Un bruit sec. Nathan avait laissé tomber son verre. L'eau s'est répandue entraînée, des éclats de verre scintillant sous la lumière de la cuisine. Il s'est penché, mais ses mains tremblaient, et sa béquille a glissé. Je me suis précipitée pour le rattraper, tandis que Camille rassemblait ses papiers et reculait vers la porte, comme si le chaos était contagieux. J'ai levé les yeux vers Bianca. Tu penses vraiment pouvoir obtenir la garde de Lily après ça? Bianca a ricané. Le tribunal décidera, et j'ai une meilleure avocate que vous. Cette phrase m'a ramenée à mes jours au tribunal, comment les personnes les plus confiantes étaient généralement celles qui étaient sur le point de tomber le plus durement. J'ai reposé les papiers sur la table et j'ai dit calmement « Alors, laissons la justice parler, Bianca. Mais avant que cela n'arrive, je vous suggère de bien réfléchir. » Camille a tiré la manche de sa cliente et a chuchoté « Nous devrions y aller. » Bianca a ajusté son sac à main, m'a jeté un dernier regard et est partie. La traînée de son parfum coûteux piquait l'air comme de la fumée. Quand la porte s'est refermée, Nathan s'est laissé tomber sur une chaise, le visage exsangue. Je me suis accroupie pour ramasser les éclats. De minuscules morceaux se sont enfoncés dans mes doigts. Mais je n'ai ressenti aucune douleur, seulement du froid. « Maman !» La voix de Nathan s'est brisée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'elle change à ce point? J'ai levé les yeux vers mon fils, autrefois fort et sûr de lui, maintenant recroquevillé sur lui-même comme un enfant abandonné. J'ai posé une main sur son épaule et j'ai parlé doucement. « Ce n'est pas ta faute, Nathan. Certaines personnes n'aiment que lorsque la vie est facile. C'est l'épreuve qui montre qui est réel. » Il a baissé la tête, des larmes tombant sur le dos de sa main. Je l'ai laissé pleurer. Une certaine douleur doit sortir par les larmes. Sinon, elle durcira et tuera l'âme. Quand il s'est calmé, j'ai nettoyé la cuisine. La lumière jaune tombait sur la table. Tacheté d'eau, le ragoût avait refroidi. L'air portait l'odeur de papier frais. J'ai lavé les verres. J'ai tout remis en place. Un petit rituel pour me maintenir droite. Cette nuit-là, dans mon bureau, j'ai ouvert de vieux dossiers. Je me souvenais clairement. La maison avait été achetée avec l'argent de Nathan avant le mariage. L'acte de propriété était à son seul nom. Je devais tout retrouver. Les reçus, les contrats, les relevés bancaires, tout ce qui prouvait qu'il n'y avait pas de confusion de patrimoine. J'ai travaillé tard, écrivant et calculant. Ma mémoire, celle dont les gens disaient autrefois qu'elle était infaillible, est revenue, vive et froide, comme lorsque je me tenais devant les jurys. J'ai élaboré un plan. Étape 1. Examiner l'acte de propriété, les registres fiscaux et les factures de matériaux. Étape 2. Vérifier les factures de rénovation récentes, principalement payées depuis le compte personnel de Nathan. Je m'en souvenais. Étape 3. Comparer les relevés de carte de crédit de Bianca. Avait-elle vraiment contribué à cette maison ou avait-elle simplement dépensé pour elle-même? J'ai noté chaque élément avec soin, jusqu'au point, mais je savais que prouver la propriété ne suffirait pas à démolir complètement le plan de Bianca. J'avais besoin d'un mobile pour expliquer pourquoi elle voulait un divorce. Il n'y avait qu'une seule réponse dans mon esprit. Une liaison. Les ragots des voisins, les reçus de restaurants, le parfum inconnu, les appels secrets, les pièces d'un puzzle. Je devais les assembler en une image qui ne pouvait être niée. Le problème, c'est que je ne pouvais pas tout faire seule. J'avais besoin de quelqu'un qui savait comment suivre des pistes et recueillir des preuves sans alerter l'autre partie. Quelqu'un de discret qui comprenait la loi et, surtout, qui me devait une faveur. M'adossant, faisant tournoyer un stylo,
Un nom a surgi du passé comme un fantôme. Darius Collin. Je ne l'avais pas contacté depuis plus de 20 ans. Darius avait été un détective privé avec qui je m'associais sur des cas difficiles. Il pouvait trouver la vérité dans des détails qui semblaient insignifiants. Grâce à lui, j'avais un jour gagné une affaire qui avait libéré une femme d'un mariage violent et lui avait permis de conserver sa maison. Il avait quitté le métier après cela, avait déménagé dans la banlieue ouest et avait ouvert une petite boutique de réparation de montres. Je n'aurais jamais pensé avoir de nouveau besoin de lui, mais cette nuit-là, avec le vent qui s'engouffrait par la fenêtre et l'horloge qui tic-taquait comme un battement de cœur froid, je savais que je n'avais pas le choix. J'ai pris le téléphone, j'ai hésité quelques secondes, puis j'ai composé un numéro que je pensais avoir oublié. 3 sonneries, puis un déclic. Une voix basse, rauque, enfumée. Darius Collin. J'ai pris une inspiration lente et régulière. C'est moi, Evelyne Martel. Un silence s'est étiré sur la ligne. Puis un petit rire, surpris et un peu triste. Je pensais que tu avais enterré mon nom avec le passé. C'est sérieux cette fois? J'ai répondu, chaque mot lourd. Pas seulement sérieux, personnel. J'ai besoin de ton aide une dernière fois. Un soupir. Puis Darius a dit, laisse-moi deviner, encore la justice. Non, ai-je dit, regardant les gouttes de pluie qui commençaient à éclabousser la vitre. Cette fois, c'est la famille. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise dans le noir, écoutant le vent dans les arbres. La peur et la détermination se mélangeaient en moi, aiguës et brûlantes. Le vrai combat avait commencé, et moi, Evelyne Martel, je ne laisserai personne voler ce que mon fils avait construit avec son sang, sa sueur et des jambes qui ne seraient plus jamais les mêmes. 24 heures après l'appel, j'ai traversé la banlieue ouest de Lyon pour rencontrer Darius Collin. Son bureau se trouvait sur une bande de devantures usées, un réparateur de montres, un antiquaire, un café avec une enseigne délavée. La porte vitrée était trouble, portant encore les anciennes lettres, à peine visibles, Décolline, enquête privée. Quand j'ai poussé la porte, l'odeur de fumée et de vieux cuir m'a frappée, familière et douloureuse. Sous une chaude lampe jaune dans la petite pièce, Darius était assis derrière un bureau en bois cabossé, sa chemise blanche devenue grise au col, une cigarette à moitié consumée entre les doigts. Il a plissé les yeux à travers la brume. « Evelyne Martel », a-t-il dit avec un sourire en coin. « Tu as toujours l'air de quelqu'un qui n'a jamais pris un jour de congé. » J'ai posé mon sac et me suis assise. Nous savons tous les deux que le repos est un luxe. Il a écrasé sa cigarette et s'est penché en avant. Alors, de quoi s'agit-il cette fois? D'après ta voix hier, ça a l'air d'être plus qu'une affaire. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti quelques notes. Ce n'est pas le cas. C'est la famille. J'ai tout raconté à Darius. L'accident de Nathan, le changement de Bianca, la façon dont elle avait commencé à manipuler une enfant de 8 ans pour préparer le terrain au tribunal. J'ai exposé les détails, les mots, les expressions, tout ce que j'avais observé. Ma voix s'est éraillée chaque fois que j'ai prononcé le nom de Lily. Darius a écouté, hochant la tête, les doigts tapotant sur le bureau. Quand j'ai fini, il a soupiré. Elle se construit un dossier. Divorce, partage des biens, puis la garde. Tu as raison. Ce n'est pas seulement de la trahison. J'ai hoché la tête. J'ai besoin de preuves. Claires, légales, assez lourdes pour faire sourciller n'importe quel avocat. Elle le trompe, j'en suis sûre. Je veux que tu le trouves, lui et tout ce qui l'entoure. Photos, transactions, lieux de rencontre. Mais Lily reste en dehors de ça. Quoi qu'il arrive, ne mêle pas cet enfant à ça.
Darius est resté silencieux un long moment. Je comprends, a-t-il dit, sortant un petit carnet d'un tiroir et y griffonnant quelques lignes. Je commencerai là où les pistes sont les plus faciles. Carte de crédit, rendez-vous, caméra d'hôtel. Quelqu'un comme Bianca, une fois qu'elle a franchi cette ligne, laisse une traînée scintillante sur son chemin vers la chute. J'ai réussi à esquisser un faible sourire, mais il n'a pas allégé le poids. Nous sommes vieux, Darius. Je n'ai pas besoin d'une victoire pour mon nom. J'ai juste besoin de protéger ma maison. Tu as protégé la moitié de cette ville, a-t-il dit à voix basse. Une petite maison ne te vaincra pas. Nous nous sommes mis d'accord. Il suivrait Bianca discrètement et documenterait tout. Je lui ai donné la carte de Camille Estève pour qu'il puisse identifier les amis et les complices autour d'elle. Avant de partir, Darius a enfilé une vieille veste en cuir et a plaisanté à moitié. La dernière fois que j'ai travaillé pour toi, j'ai failli être chassé de la ville. Espérons que cette fois, ça se termine avec quelques photos. Je l'espère aussi, ai-je dit, sachant pertinemment qu'une plus grande tempête pourrait nous attendre. 3 jours plus tard, une enveloppe brune est arrivée sans expéditeur, juste une note manuscrite. À ouvrir seul. J'ai attendu que Nathan soit endormi et que la maison soit silencieuse. Puis, j'ai verrouillé la porte de mon bureau et allumé la lampe de bureau. La lumière a inondé l'enveloppe, faisant ressortir les plis. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une pile de photos, des clichés nets, des prises de vue nocturnes, des néons se reflétant sur le pavé humide. Sur les photos, Bianca avait son bras autour d'un grand homme grisonnant en costume noir, sortant de l'hôtel Royal Sauton, un de ces endroits réservés aux cadres et aux nantis. Tous deux souriaient, les visages proches. Sur le dernier cliché, il lui tenait la portière de la voiture, la main sur son dos, d'une manière intime jusqu'à l'effronterie. Derrière les photos se trouvait un paquet, des billets d'avion aller-retour, Lyon-Nice, des notes de restaurants haut de gamme, des relevés bancaires avec d'importants virements anonymes et une carte de membre d'un club de golf exclusif au nom de Tristan Valois. J'ai parcouru chaque page et mon cœur s'est glacé. Je connaissais ce nom. Tristan Valois, homme d'affaires immobilier, autrefois à la une des journaux pour une série d'affaires sentimentales scandaleuses. Darius avait même griffonné une note de son écriture désordonnée. Valois est connu pour son sponsoring de luxe. Voiture, sac, maison, en échange de quoi, quand les choses tournent mal, il utilise des contrats et la loi pour tout reprendre. L'appeler l'homme qui dépouille ses maîtresses de leurs biens ne serait pas faux. J'ai posé les photos et j'ai penché la tête en arrière, la pièce devenant soudainement étouffante. Bianca, la femme qui rayonnait le jour de son mariage, tenant la main de Nathan et jurant pour toujours, entrait maintenant dans ce jeu impitoyable, prête à brûler notre maison pour la gloire et l'argent. J'ai plié les photos, les ai glissées dans l'enveloppe et les ai enfermées dans le coffre-fort. Nathan ne devait pas voir ça. Son cœur avait déjà été assez blessé. Je savais que s'il apprenait que sa femme était dans les bras d'un autre homme, il s'effondrerait complètement. Je devais garder ce secret, au moins jusqu'à ce que je puisse le transformer en une arme légale. Cette nuit-là, j'ai rouvert mon carnet et j'ai dessiné une carte d'épreuve. Des flèches reliaient les détails. Infidélité, mobile pour diviser les biens. Mobile, complot pour forcer l'enfant à mentir. Forcer l'enfant à mentir, plan pour s'emparer de la garde. Tout était lié comme un système précis qui pouvait s'effondrer si l'on tirait sur la bonne goupille. J'avais besoin de cette goupille. En haut de la page, j'ai écrit 3 mots en gras. Objectif, la vérité. Le lendemain, j'ai rencontré Darius au vieux café près de la Saône. Il est arrivé avec 10 minutes de retard, son manteau trempé par la pluie, mais il souriait toujours.
Je t'avais dit que ça valait le coup de sortir de ma retraite. Il m'a tendu un autre dossier, plus fin, mais qui m'a coupé le souffle quand je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des courriels internes d'hôtel imprimés montrant que Bianca avait réservé sous le pseudonyme de C. Rivière, avec une note payée avec la carte de Valois. Il y avait aussi une note de restaurant du Jardin Rouge, plat principal, double filet mignon et 2 verres de vin français, totalisant près de 400 €. J'ai trouvé plus, a dit Darius en baissant la voix. Valois est dans une situation financière difficile. Il a fait ça avec au moins 3 femmes, mettre des actifs à leur nom, puis utiliser la loi pour les récupérer. Je soupçonne Bianca d'être la prochaine cible, ou une complice si elle est au courant. J'ai regardé par la fenêtre striée de pluie, les lumières de la ville se brouillant sur la rivière. Une femme comme Bianca ne sera jamais la victime. Ai-je dit doucement. Elle calcule. Elle pense qu'elle mène le jeu. Et toi ? A demandé Darius, allumant une cigarette. Je ne joue pas, ai-je dit. Je mets fin au jeu. Il a gloussé et a toussé à travers la fumée. Toujours la même Evelyne Martel que je connais. Ce soir-là, à la maison, j'ai tout revérifié. J'avais des preuves d'infidélité, photos, reçus, billets d'avion, des pistes financières irrégulières, virements de Tristan Valois, des témoins potentiels, personnel de l'hôtel, chauffeur de limousine, employé du club de golf, des preuves de coercition d'un enfant pour mentir, la conversation que j'avais enregistrée. Je les ai triées par catégorie, les ai étiquetées et les ai soigneusement rangées dans le coffre-fort. Chaque fois que la serrure cliquait, le bruit métallique semblait froid, mais puissant, comme le sceau de la justice. Je savais que ce que j'avais pouvait renverser le procès, mais je n'étais pas encore prête. Tout devait être parfait. Pas de faille, pas de réfutation facile. Je me suis assise et j'ai fait une autre courte liste. Témoin à assigner, le réceptionniste de l'hôtel Royal Sauton qui a géré la réservation C. Rivière. Le chauffeur de la société de VTC qui a conduit Bianca et Valois. Le directeur du Jardin Rouge qui peut confirmer la réservation pour 2 personnes. Madame Dubois, la voisine qui a vu Bianca avec l'homme étrange, et si nécessaire, Darius Collin, témoin enquêteur indépendant. Quand la liste a été terminée, j'ai levé les yeux vers la photo de famille sur le mur. Dessus, Nathan tenait Lily sur ses épaules, et Bianca se tenait à côté de lui, sa main dans la sienne. Leurs sourires à l'époque étaient si éclatants qu'ils semblaient ne jamais pouvoir s'estomper. Maintenant, nous n'étions plus que 2, Nathan et moi, essayant de sauver ce qui restait après une tempête appelée « faux amour ». Je me suis levée, j'ai verrouillé le bureau et j'ai éteint la lumière. Dans le noir, le rythme régulier de la pluie ressemblait au battement de cœur de la ville s'endormant. Mais je ne dormais pas, car je savais que le matin venu, il serait temps d'amener ces preuves à la lumière. Et alors, masque par masque, il tomberait, révélant le vrai visage de la trahison, poli, froid et pourri jusqu'à la moelle. Le premier jour des audiences, Lyon était enveloppé de brouillard. Je me souviens de chaque marche gravie sur les escaliers du palais de justice, du froid du granit à travers mes talons, de l'odeur de vieux papier et de café fort qui flottait dans le couloir, et des yeux curieux qui suivaient mes pas. La salle d'audience numéro 3 était bondée. Des journalistes s'entassaient sur les rangées du fond, les objectifs des appareils photo dépassant par-dessus les épaules. J'ai entendu les chuchotements. « C'est elle, Evelyne Martel ? La reine de la défense d'autrefois ?» Je n'ai pas réagi. Cela faisait longtemps que ce nom ne signifiait plus rien dans les cercles juridiques. Mais le destin a une façon de vous ramener sur votre champ de bataille. Seulement cette fois, je ne me battais pas pour des idéaux lointains. Je me battais pour le toit de mon fils. Le juge Pelletier est entré, sa robe noire se déplaçant comme une vague silencieuse.
Un ancien collègue, prudent, intègre, doté d'une mémoire d'archiviste. Nous avons échangé un petit signe de tête, une salutation et une reconnaissance silencieuse que ce ne serait pas un procès ordinaire. L'avocate de Bianca, Camille Estève, a commencé. Elle se tenait droite, confiante, et parlait d'une cadence mesurée, ses mots conçus pour susciter à la fois pitié et jugement. « Monsieur le juge », a commencé Camille. « Ce mariage est irrémédiablement brisé. Ma cliente, Madame Bianca Martel, est une jeune femme dans la fleur de l'âge, contrainte de s'occuper d'un mari handicapé et diminué tant dans ses capacités que dans son esprit. Elle ne cherche pas la pitié, seulement une chance de recommencer et d'élever son enfant dans un environnement plus sain. Je me suis sentie devenir plus froide, mot après mot. Handicapée. Le mot a résonné à nouveau, pour la deuxième fois en quelques semaines, cette fois de la bouche d'une étrangère, prononcée avec l'assurance de quelqu'un qui pense comprendre la douleur de Nathan. Camille a fait une pause et a jeté un coup d'œil à mon fils. Nathan a essayé de se lever pour se présenter. Il s'est appuyé sur 2 béquilles, luttant pour trouver son équilibre, le visage contracté par la douleur. À quelques mètres de là, Bianca a esquissé un mince sourire, aussi tranchant qu'une lame. J'ai surpris ce regard, et en moi, un feu froid s'est allumé. Quand Camille a terminé, j'ai demandé à prendre la parole pour la défense. Pelletier m'a regardé avec une lueur de surprise. « Madame Martel, vous représentez formellement Monsieur Nathan Martel. »« Je dépose l'autorisation aujourd'hui, Monsieur le juge. » ai-je dit, la voix stable. « Et en tant que conseil de la défense, je demande à procéder. » Des chuchotements ont de nouveau parcouru la salle. Beaucoup étaient venus pour voir ce que ferait la femme qui avait disparu du barreau pendant 2 décennies. Je m'en fichais. Je me souciais de mon fils qui me regardait avec des yeux pleins d'espoir et de désespoir. J'ai ouvert ma familière mallette en cuir. Le déclic du loquet a retenti sèchement dans l'air lourd. J'ai sorti une pile de documents et les ai remis au greffier. L'acte de propriété, les reçus fiscaux, les registres d'entretien, tous au nom de Nathan, achetés avant le mariage. « Monsieur le juge, » ai-je dit clairement, « cette maison n'est pas un bien de la communauté et ne peut être partagée. Tous les fonds d'achat et d'amélioration provenaient des comptes propres de Monsieur Nathan Martel, prouvés par des relevés bancaires et des déclarations fiscales. Il n'y a aucune confusion de patrimoine, contrairement à ce que prétend la demanderesse. » Camille a bondi. « Monsieur le juge, la maison a servi de résidence conjugale pendant plus de 6 ans. Selon la doctrine de la confusion de patrimoine, un bien propre peut être considéré comme un bien de la communauté lorsque… » Je l'ai interrompue, calme mais tranchante comme un rasoir. « Cette doctrine ne s'applique que lorsqu'il y a des preuves claires que l'autre conjoint a contribué financièrement ou par un travail substantiel. Nous avons des relevés détaillés. Chaque coût d'entretien, de réparation et d'impôt foncier a été payé par Monsieur Martel. Madame Bianca n'a fait aucune contribution autre que de profiter du bien en tant que bénéficiaire. » Pelletier a regardé par-dessus ses lunettes et a hoché légèrement la tête. « Notez. Madame Martel, avez-vous des documents pour étayer vos déclarations ? » « Tous déposés auprès du tribunal, » ai-je dit, ouvrant une autre liasse de reçus pour le greffier. « De plus, je demande l'autorisation de soumettre des preuves supplémentaires, dans un délai de 10 jours concernant l'infidélité et la subornation d'un mineur pour mentir au tribunal. » La salle s'est figée. J'ai vu le front de Camille se plisser et les doigts de Bianca se crisper sur son sac à main. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache. J'ai gardé les yeux fixés sur le banc. Pelletier a frappé de son maillet. « Ces allégations doivent être vérifiées. J'autoriserai les preuves supplémentaires, mais les 2 parties s'abstiendront de toute provocation ou action affectant l'enfant. » « Entendu, monsieur le juge. »
J'ai incliné la tête. Camille a pivoté. En attendant, ma cliente demande la garde provisoire de Lily pour éviter la tension psychologique de vivre avec un parent malade. Nathan s'est redressé d'un coup, mais j'ai posé une main sur son bras. Je me suis levée, la voix basse et ferme. Objection. Lily est émotionnellement stable, réussit bien à l'école et est attachée à la fois à son père et à sa grand-mère. La séparer maintenant serait extrêmement préjudiciable. Nous demandons un droit de visite et d'hébergement partagé et supervisé, égal pour les deux parties et supervisé par l'aide sociale à l'enfance. Pelletier a réfléchi, puis a hoché la tête. C'est une ordonnance provisoire raisonnable. Garde et visite partagées à parts égales. Aucune des parties ne peut restreindre le contact avec l'enfant jusqu'au jugement final. J'ai vu Bianca se mordre la lèvre, les yeux s'aiguisant, tandis que Camille griffonnait des notes, calculant le prochain coup. Nathan a expiré, mais je n'ai fait que lui serrer doucement la main. La guerre était longue, et ce n'était que l'ouverture. À la fin de l'audience, le couloir a été envahi, les appareils photos ont cliqué, les journalistes se sont pressés. Un homme d'âge mûr a tendu un micro, excité. « Madame Martel, un mot sur votre retour après près de 20 ans. Les gens appellent ça le retour de la reine de la défense. » J'ai fait une pause et je l'ai regardé, puis j'ai répondu lentement. « Je ne suis pas de retour pour battre qui que ce soit. Je suis ici pour protéger les miens et la justice, même si parfois elle doit être réveillée par la douleur. » Un silence est tombé un instant, puis les flashs ont de nouveau crépité. J'ai continué à marcher sans me retourner. Derrière moi, j'entendais les murmures. Elle l'a toujours. Evelyne Martel, toujours aussi affûtée. Dehors, Nathan attendait, appuyé sur la voiture. Quand je l'ai atteint, il a réussi à esquisser un mince sourire. « Maman, tu les as vraiment fait taire. » Je lui ai pris la main. « Ils ne sont silencieux que pour l'instant, mon fils. Pour vraiment gagner, nous avons besoin de la vérité. Et le coup le plus lourd est encore dans ma main. » Je n'ai rien dit de plus, mais dans mon esprit, j'imaginais la minuscule clé USB enfermée au fond du coffre-fort, avec l'enregistrement de Bianca, disant à Lily de mentir, qu'elle ne voulait pas vivre avec son père. Utilisée au bon moment, de la bonne manière, cette preuve ne ferait pas seulement couler l'affaire de Bianca. Elle exposerait la cupidité et la cruauté derrière son vernis poli. Sur le chemin du retour, j'ai regardé la ville, baignée par la lumière tardive. Les rues étaient aussi bruyantes que jamais, mais en moi, une marée montait. La bataille avait officiellement commencé, et moi, Evelyne Martel, qui avais un jour tourné le dos à la justice par désillusion, j'étais de retour pour prouver que, peu importe comment le monde change, la vérité ne perd jamais sa voix. La deuxième audience a eu lieu une semaine plus tard. Ce matin-là était étrangement sombre. L'air dans la salle d'audience était épais d'attente. J'étais assise à la table de la défense, ma main posée sur une petite clé USB argentée, la pièce à conviction la plus cruciale de l'affaire. Une partie de moi tremblait, non pas de peur, mais de savoir trop bien qu'un seul faux pas de procédure pouvait faire s'effondrer toute l'affaire. Le juge Pelletier est entré et a salué les deux parties. Camille était arrivée tôt, le visage tendu, mais professionnel. Bianca était assise à côté d'elle, dans une robe crème, les yeux froids, les lèvres pincées avec confiance. Nathan était assis à mes côtés, plus mince, fatigué, mais plein d'espoir. Au début de l'audience, Camille a présenté d'autres arguments sur l'instabilité psychologique de Nathan après l'accident et la nécessité pour Lily de vivre dans un environnement plus stable. J'ai écouté, notant chaque faille. Quand Pelletier a demandé « Défense, quelque chose à ajouter ?» Je me suis levée. Les chaises ont grincé, la salle s'est tue. J'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti la clé USB scellée. « Monsieur le juge », ai-je dit, lentement et clairement,
Je soumets des preuves supplémentaires, un enregistrement audio capturé au domicile de M. Nathan Martel, démontrant la subornation d'un mineur par Mme Bianca Martel pour mentir au tribunal. Camille s'est levée d'un bond. Objection, monsieur le juge. La source n'est pas vérifiée et l'enregistrement de ma cliente sans son consentement viole sa vie privée. J'ai rencontré son regard, calme. Monsieur le juge, l'enregistrement a été fait dans un espace commun de la maison où Madame Bianca n'avait aucune attente raisonnable de vie privée. De plus, le but n'était pas d'envahir la vie privée, mais de protéger l'intérêt supérieur d'un enfant conformément aux lois sur la protection de l'enfance. Pelletier a fait signe au greffier de prendre la clé USB et de la jouer. Mon rythme cardiaque est resté lent et régulier. Un peu de statique, puis la voix de Bianca, froide et claire. Tu dois te souvenir, Lily. Quand ils te demanderont, tu dis que tu ne veux pas vivre avec ton père, d'accord? Si tu dis autre chose, ils penseront que je suis la méchante, et ils t'emmèneront loin de moi. Puis la voix de Lily, tremblante et petite comme une brise. Mais j'aime papa. Je ne veux pas mentir. Un léger bruit de claque a retenti, et la voix de Bianca s'est durcie. Ne discute pas avec moi. Si tu m'aimes, tu dois m'aider. Dis-le simplement, et tu resteras avec moi pour toujours. La salle d'audience est devenue silencieuse. Personne ne bougeait. J'ai entendu Nathan prendre une profonde inspiration, et Pelletier a levé son regard, le fixant sur Bianca. Elle était devenue pâle. Elle s'est levée d'un bond et a crié « On m'a piégée! Elle a manipulé mon enfant! C'est une mise en scène ?» Camille a essayé de calmer sa cliente, mais sa propre voix tremblait. « Monsieur le juge, nous demandons l'exclusion de cette preuve. Elle manque d'authentification et a peut-être été modifiée. » Je me suis relevée, la voix égale, tranchante comme une lame. « Monsieur le juge, l'audio provient directement du système de caméra de sécurité interne de la famille, sauvegardé automatiquement avec horodatage et certifié par un technicien indépendant. Il inclut également la voix de l'enfant, la personne directement concernée. La soumission de cette preuve est légale et vise uniquement à protéger la vérité et les droits d'un mineur. » Pelletier m'a étudié, puis s'est tourné vers Camille. « Maître Estève, une autre objection ?» Camille s'est mordu la lèvre et a secoué la tête. « Très bien, » a dit Pelletier, décisif. Le tribunal accepte la clé USB comme preuve légale ayant une grande valeur probante pour déterminer la garde. J'ordonne également que Lily Martel soit amenée au tribunal sous la supervision d'un psychologue pour enfants. La salle s'est de nouveau agitée. Bianca s'est effondrée sur sa chaise, blanche comme un linge. J'ai vu Camille se pencher et lui chuchoter quelque chose, ne recevant qu'un hochement de tête désespéré. 1 heure plus tard, la porte s'est ouverte. Lily est entrée, minuscule dans une robe rose, serrant un ours en peluche usé. La psychologue a posé une main douce sur son épaule. La voix de Pelletier s'est adoucie. « Bonjour, Lily. As-tu peur ?» Elle a secoué la tête, bien que ses grands yeux soient humides. « Sais-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui ?»« Oui, parce que les gens veulent me poser des questions sur mes parents. » « C'est exact. Personne ici ne veut te faire peur. Tu as juste besoin de dire la vérité. Peux-tu le faire ?» Lily a hoché la tête et a serré son ours. Puis, d'une petite voix stable qui a rempli la salle silencieuse, elle a dit « J'aime mon papa. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas choisir entre mon papa et ma maman. Je veux juste être avec les deux. » Une longue pause a coupé le souffle. J'ai vu Pelletier baisser légèrement la tête et quelques journalistes s'essuyer discrètement les yeux. Nathan a couvert son visage, ses épaules secouées de sanglots. Bianca s'est soudainement levée en criant « C'est elle qui a dit à la gamine de dire ça. Elle, Evelyne, elle lui a mis ça dans la tête. Je vous poursuivrai pour violation de la vie privée. »
Je suis restée assise et je l'ai regardée avec un calme, presque froid. Non, Bianca, ai-je dit doucement. Elle a juste dit ce qu'elle ressent vraiment, et vous venez de montrer à ce tribunal que vous êtes prête à piétiner un enfant pour obtenir ce que vous voulez. Pelletier a frappé de son maillet, la voix sévère. Ordre! Je ne permettrai à personne de menacer ou d'attaquer un témoin mineur. Madame Martel, s'est-il tourné vers moi. Le tribunal reconnaît vos efforts pour présenter cette preuve légalement. L'enregistrement sera traité comme ayant une très grande valeur probante pour déterminer la garde. Le maillet a frappé 3 fois, résonnant contre les murs, se propageant dans la pièce comme le battement de cœur de la justice. Camille a baissé la tête et a rassemblé ses papiers. Bianca est restée assise, figée, les lèvres tremblantes, incapable de parler. Sa famille, assise au dernier rang, gardait la tête basse. Personne n'osait lever les yeux. Nathan s'est tourné vers moi, des larmes coulant sur ses joues. « Maman, je n'arrive pas à y croire. Est-ce que je peux vraiment récupérer Lily ?» Je lui ai pris la main et l'ai serrée. « Pas la récupérer, mon fils. Elle retrouve son chemin vers la maison. » J'ai arrêté là. Même si je détenais encore des preuves plus lourdes, reçus, photos et relevés bancaires de Tristan Valois, je n'en ai pas soumis davantage. Non par peur, mais parce que le coup décisif doit être porté au bon moment. Maintenant, la vérité avait parlé, et je voulais qu'elle résonne pure, non entachée de méchanceté. L'audience s'est terminée en silence. Personne n'est parti tout de suite. Tout le monde semblait digérer ce qui venait de se passer. Je suis sortie et j'ai senti une bouffée d'air froid. Dans le couloir, les journalistes attendaient. Les flashs ont crépité et les questions ont fusé. « Madame Martel, êtes-vous vraiment de retour? Envisagez-vous de reprendre la pratique après cette affaire? Les gens appellent ça la renaissance de la reine de la défense. Qu'en pensez-vous? » Je me suis arrêtée, plissant les yeux contre les lumières, puis j'ai simplement souri. « Je ne suis pas de retour, » ai-je dit, la voix basse, mais chaude. Je suis juste là où je suis censée être, entre la vérité et un enfant qui a besoin de protection. Le couloir est redevenu silencieux un instant. Puis, les appareils photos ont de nouveau flashé, me capturant, marchant à travers les chuchotements, les épaules droites, mes cheveux argentés attrapant les lumières du plafond. Sur les marches du palais de justice, Nathan attendait. Il m'a regardé avec un mélange de gratitude et d'étonnement. J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai souri. Tu vois, parfois, nous n'avons pas besoin de crier pour gagner. Nous laissons simplement la vérité parler pour nous. Derrière nous, j'ai entendu les premières gouttes de pluie légères sur les marches de pierre froide. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus légère. Plus légère parce que la justice, cette chose en laquelle j'avais perdu foi, venait de parler de la voix claire d'une enfant de 8 ans. Et je savais que le combat n'était pas terminé, mais que la balance avait commencé à pencher du côté de la lumière. La 3e audience s'est ouverte dans une ambiance lourde, différente des 2 premières. Les journalistes s'entassaient dans le couloir, les objectifs braqués sur la porte de la salle d'audience. Tout le monde savait qu'aujourd'hui était le jour d'épreuve, où les 2 parties allaient tout exposer, ce qui pourrait décider du divorce. Je suis arrivée tôt, avec peu de papiers, juste une mallette noire et 3 témoins, des personnes dont le témoignage seul pourrait changer l'issue. Pelletier s'est assis droit et a frappé de son maillet pour commencer. Camille affichait son air confiant habituel, mais j'ai vu quelque chose d'instable dans ses yeux. Bianca évitait mon regard, les mains serrées sur ses cuisses, les ongles s'enfonçant dans sa peau. Je me suis levée et j'ai parlé lentement. « Monsieur le juge,
J'appelle 3 témoins pour clarifier la relation entre Madame Bianca Martel et Monsieur Tristan Valois, que nous pensons être directement liés au mobile du divorce et au litige immobilier. Pelletier a hoché la tête. Appelez votre premier témoin. La porte s'est ouverte et un homme d'âge mûr en uniforme d'hôtel est entré. C'était Ethan Morales, le réceptionniste de l'hôtel Royal Sauton. Il a marché lentement, légèrement courbé, tenant une liasse de déclarations. Je me suis approchée. Monsieur Morales, vous souvenez-vous d'une cliente nommée C. Rivière réservant une chambre dans votre hôtel le 17 mars? Il a hoché la tête. Oui, une chambre de luxe au 12e étage. Une cliente accompagnée d'un homme nommé Tristan Valois. Pouvez-vous confirmer qu'ils sont restés dans la même chambre? Oui, madame, j'étais de service. Ils sont arrivés vers 19h. Ils sont partis le lendemain matin. La salle d'audience est tombée dans le silence. J'ai entendu les stylos des journalistes gratter le papier. Pelletier m'a fait signe de continuer. Avez-vous observé un comportement entre eux qui était intime ou au-delà d'une relation professionnelle? Monsieur Morales a jeté un rapide coup d'œil à Bianca, puis a répondu. Je ne veux rien dire d'inapproprié, mais ils se tenaient la main, riaient ensemble. Monsieur Valois l'a appelée « ma chérie » devant moi. Camille s'est levée d'un bond pour objecter. Monsieur le juge, c'est subjectif et ne prouve pas l'infidélité. Je me suis tournée vers Pelletier, stable. Nous avons également des preuves matérielles. J'ai sorti une grande enveloppe de ma mallette et j'ai affiché les photos. Sur l'écran, des images sont apparues. Bianca et Tristan main dans la main sortant de l'hôtel Royal Sauton. Bianca en robe de soirée rouge, Tristan en manteau sombre avec son bras autour de sa taille. Puis une photo à l'aéroport de Nice, tous deux au comptoir de la classe affaires, et une facture d'hôtel correspondante de la Côte d'Azur. Pendant ce même temps, Nathan était en rééducation, confiné dans un centre de thérapie. J'ai laissé la dernière image affichée. Bianca recevant un coffret cadeau de Tristan, un collier en or incrusté de diamants d'une valeur de plus de 8 000 €, selon une facture d'expert de la bijouterie Varly. Ces photos, ai-je dit d'un ton égal, ont été prises alors que M. Nathan Martel était en rééducation physique, ayant besoin d'un soutien financier et émotionnel. Pendant ce temps, Madame Bianca Martel, au lieu de s'occuper de son mari, passait son temps et ses ressources à des sorties avec M. Valois. C'est une trahison et une preuve directe que le mobile du divorce n'est pas une rupture émotionnelle, mais un gain matériel. Camille a été rapide. Monsieur le juge, les adultes peuvent socialiser. Monsieur Valois est un ami de la famille et ses voyages et cadeaux pourraient être un soutien émotionnel. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai souri légèrement et j'ai produit un deuxième dossier. S'il ne s'agit que de soutien, ai-je dit, pourquoi faire passer l'argent par 2 sociétés écrans? Pelletier a incliné la tête. Expliquez, Madame Martel. Je me suis approchée du pupitre et j'ai ouvert le dossier. Ces relevés bancaires montrent qu'au cours des 3 derniers mois, plus de 120 000 € ont été transférés de Valois Holdings via un compte chez Ardent Consulting SAS, l'une des filiales de M. Valois, sur le compte personnel de Madame Bianca Martel. Ils sont étiquetés « service de conseil », mais Madame Martel n'effectue aucun travail de conseil. Camille est intervenue. Rien d'inhabituel. Ma cliente aurait pu faire du travail en freelance, du marketing ou du design pour M. Valois. J'ai fermé le dossier et je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors pourquoi le cacher à son mari? Pourquoi, si c'était innocent, les virements ont-ils été divisés en plus petits montants, acheminés par un intermédiaire et retirés en espèces quelques heures plus tard seulement? Pelletier a posé son menton sur sa main, la voix égale, mais froide. Une question juste, Madame Martel. Il s'est tourné vers Bianca. Pouvez-vous expliquer pourquoi ces virements ont été dissimulés?
Bianca a bafouillé, les lèvres tremblantes. Il m'a aidé. J'avais des difficultés. Ce n'était rien d'autre. Pelletier a haussé un sourcil. Une aide financière. Entre amis, je comprends, mais totalisant plus de 120 000 € en 3 mois via un compte fantôme. Trouvez-vous cela raisonnable? Bianca est restée silencieuse. La salle est retombée dans le calme. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque, stable et ferme. J'ai continué. Le tribunal devrait également noter que ces virements coïncident avec le moment où Madame Bianca a demandé le divorce et a réclamé la moitié des biens. C'est un schéma délibéré visant à tirer parti de sa relation avec Monsieur Valois pour constituer des fonds pour un nouveau style de vie, ce qu'elle a appelé la liberté financière, dans un courriel à une amie proche que nous avons obtenu. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté « L'objectif final. Vendre la maison de mon fils pour libérer des liquidités à réinvestir. » Ce n'est pas seulement une trahison conjugale. C'est un plan pour s'emparer d'un bien immobilier. Camille a tenté une dernière contre-attaque, la voix se tendant. « Monsieur le juge, nous n'avons pas interrogé Monsieur Valois. Il peut vérifier qu'il s'agissait d'investissements légitimes. » Pelletier s'est tourné vers le greffier. « L'assignation du tribunal à Monsieur Valois a-t-elle été signifiée? » « Monsieur le juge, » a répondu le greffier. Les 3 tentatives ont été retournées. Monsieur Valois a quitté la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a 2 jours, sans laisser d'adresse de réexpédition. Un faible grondement a balayé la salle d'audience. Les journalistes écrivaient furieusement. Bianca a baissé la tête, les mains tremblantes. Nathan est resté immobile, les yeux humides, mais pour la première fois depuis des mois, brillant. J'ai pris une profonde inspiration. « Monsieur le juge, ai-je dit, compte tenu de ces preuves et du risque de dissipation d'actifs, je demande une ordonnance de conservation des actifs sur la maison de la Croix-Rousse, légalement détenue par Monsieur Nathan Martel. Nous demandons une interdiction temporaire de toute vente, transfert ou charge jusqu'au jugement final. » Pelletier a examiné le dossier une fois de plus et a hoché la tête. Il a levé son maillet et a prononcé chaque mot clairement. Le tribunal fait droit à la requête de Madame Martel. La propriété à l'adresse de la Croix-Rousse est par la présente placée sous une ordonnance de conservation des actifs. Aucune des parties ne peut vendre, hypothéquer ou transférer le titre de propriété, sous quelque forme que ce soit, jusqu'à la décision finale. Le coup sec du maillet a retenti, sec et lourd. Une respiration saccadée est venue du rang de Bianca. Elle a baissé la tête, ses cheveux sombres couvrant à moitié son visage. Camille n'a rien dit. Ses jointures étaient blanches autour de son stylo. Je me suis assise, la main sur ma mallette, sentant mon pouls se calmer. Nathan s'est tourné et m'a pris la main. Il n'a pas parlé, juste une pression, un merci sans mot. Derrière nous, les journalistes se sont précipités vers les portes, les téléphones sonnant. Le titre du jour. Evelyne Martel renverse l'affaire. Gel des actifs ordonné à Lyon. Presque garanti pour l'après-midi. Pelletier a de nouveau frappé de son maillet et a levé la séance. Je me suis levée, j'ai rassemblé mes dossiers. Dans mon esprit, la vieille voix, la mienne d'il y a des années, à l'époque où j'étais la reine de la défense, a murmuré « Aucun pouvoir n'est intouchable, seulement non exposé. » Maintenant, la lumière avait atteint Bianca et l'homme derrière elle, Tristan Valois, et je savais qu'il n'avait plus nulle part où se cacher. Dehors, le ciel s'était éclairci. Un mince rayon de soleil se déversait sur les marches de pierre froide, scintillant sur le verre comme une longue lame de lumière. J'ai levé le menton et j'ai respiré l'air frais. À l'intérieur, il n'y avait pas de frisson de victoire, seulement le calme de quelqu'un qui avait remis la justice sur ses rails. Le combat restait à mener, mais à partir de maintenant, l'échiquier était à moi, et pour la première fois depuis longtemps, le matin lyonnais semblait vraiment beau. Je pensais qu'après le coup financier,
Bianca se tairait pour sauver sa réputation. J'avais sous-estimé son arrogance. À l'audience suivante, dès que nous avons commencé, Bianca s'est soudainement levée, les yeux flamboyants, la voix tendue, mais toujours défiante. « Monsieur le juge », a-t-elle dit en se tournant vers les journalistes. Tout le monde fait l'éloge d'Evelyne Martel comme d'un symbole de justice, mais la vérité est qu'elle a quitté le droit non par principe, mais à cause d'un échec humiliant. Tout le monde sait qu'elle a perdu cette affaire horriblement, qu'elle a été exposée par ses propres collègues, puis qu'elle a disparu. Une vague de chuchotements a parcouru la salle d'audience. J'ai vu Nathan pâlir. Pelletier a froncé les sourcils, mais l'a laissé finir. Camille, apparemment prise de court par cette manœuvre, est restée immobile, les yeux baissés comme si elle ne voulait pas voir sa cliente s'enfoncer davantage. Je me suis levée, refusant de me laisser guider par l'émotion. « Monsieur le juge !» ai-je dit, ma voix basse et stable, me surprenant même. Si la vérité sur mon passé aide à clarifier le caractère de ceux qui se trouvent dans cette salle, je suis prête à la raconter. Je me suis dirigée vers le pupitre, mes doigts effleurant la vieille mallette en cuir, un compagnon de près de 30 ans de pratique. « Oui » ai-je dit à la foule. J'ai quitté le droit il y a 19 ans après l'affaire Richardson contre la société Stonehill. Une affaire où je représentais les familles de 4 ouvriers morts dans l'effondrement d'un bâtiment. Ils étaient pauvres, mais je croyais en la justice et que mes preuves étaient assez solides pour tenir la société responsable. J'ai fait une pause, me souvenant de l'odeur de la poussière de ciment et des cris des veuves. Mais la décision finale a innocenté la société. Dans mon cœur, je savais que la justice avait été vendue. Je n'avais aucune preuve. J'ai refusé d'être un pion dans un jeu sale. Alors, je suis partie. Non pas parce que j'ai perdu, mais parce que j'ai refusé de gagner en faisant des compromis avec l'injustice. Un lourd silence s'est installé. J'ai ouvert la mallette et j'ai sorti un vieux journal jauni par le temps. Des années plus tard, le Progrès a mené une enquête. Ils ont découvert que le juge-président, Harold Vautrin, avait accepté plus de 500 000 € de pots de vin de Stonehill pour truquer le verdict. Il a été condamné à 12 ans. Voici une copie de l'article. Je peux la soumettre si le tribunal le souhaite. Je l'ai remise au greffier et je me suis tournée vers Pelletier. Il est resté là un moment, puis s'est levé. Ses yeux, ceux de mon ancien jeune collègue, contenaient une émotion non dissimulée. « Monsieur le juge !» a dit Pelletier, la voix profonde et ferme. Je confirme qu'à l'époque, je travaillais sous la direction de Madame Martel. C'est elle qui m'a enseigné l'éthique professionnelle. Sans elle, j'aurais peut-être pris le chemin de la facilité comme beaucoup d'autres. J'ai une confiance absolue en son intégrité. La salle était silencieuse. Les appareils photos ont cessé de cliquer. Nathan m'a regardé, les yeux brillants, étonné comme s'il voyait une mère différente de celle qu'il pensait connaître. J'ai souri faiblement et j'ai regardé Pelletier. « Merci, monsieur le juge. Je ne soulève pas cela pour obtenir de la sympathie. Je veux seulement dire ceci. Je ne suis pas ici pour la réputation ou pour régler de vieux comptes. Je suis ici pour ma famille et parce que cette vérité vaut la peine de se battre une fois de plus. » Pelletier a hoché la tête, le respect évident dans ses yeux. Le procès-verbal reflètera votre déclaration. Je me suis tournée vers Bianca, maintenant assise, silencieuse, le visage pâle, les yeux détournés. L'arrogance avait disparu, remplacée par la confusion et la peur. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La vérité avait déjà répondu. Réalisant peut-être que le vent avait complètement tourné, Camille s'est levée et a parlé doucement. « Monsieur le juge, nous demandons une brève suspension pour examiner les preuves et préparer notre réponse. » J'ai hoché la tête. « Nous sommes d'accord, monsieur le juge. »
Pelletier a frappé de son maillet. L'audience est suspendue pour 3 jours, afin que les deux parties complètent leur dossier. Je me suis assise et j'ai rassemblé mes papiers. Nathan a murmuré. « Maman, je n'ai jamais su que tu avais traversé ça. J'ai toujours pensé que tu étais partie parce que tu étais fatiguée. » J'ai posé ma main sur la sienne et j'ai souri tristement. « Non, mon fils. Je suis partie pour garder quelque chose de plus important qu'un nom, mon respect de moi-même. » Pendant ces 3 brefs jours, je ne me suis pas reposée. J'ai passé presque tout mon temps à vérifier le dossier financier, à recouper chaque dépense liée à Bianca et Tristan. J'ai fait appel à une experte indépendante, Nancy Kramer, une ancienne inspectrice des impôts. Elle a examiné ligne par ligne les chiffres, les reçus et les comptes fantômes que Darius avait retracés. « Vous avez bien monté ce dossier ?» a dit Nancy en posant le dossier. « Je peux confirmer que la plupart des dépenses de Bianca montrent des signes de blanchiment. L'argent entre, puis sort immédiatement, ne laissant aucune trace. Ce n'est pas seulement un problème d'éthique conjugale. Cela pourrait être un crime financier si le tribunal demande une enquête. » J'ai hoché la tête et j'ai dit doucement « Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Prouver qu'elle a fait tout cela pour de l'argent suffit. » Tard un soir, mon téléphone a sonné. Darius. Sa voix était aussi rauque que jamais, mais avec une pointe de satisfaction. « Evelyne, tu vas vouloir savoir ça? Tristan Valois vient de couper les ponts avec Bianca. » Je me suis figée. « Couper les ponts? Comment? » Il a transféré tous ses biens personnels au nom de sa sœur, a fermé toutes les cartes de crédit liées à Bianca et a changé de numéro. Ma source dit qu'il sent la défaite venir et veut s'éclipser du scandale. Je me suis adossée, ressentant un soulagement teinté d'amertume. Un homme qui vit de l'argent des autres, ai-je dit doucement, est toujours le premier à fuir quand la tempête frappe. Darius a ri d'un rire rauque. Tu disais que la justice n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de se tenir debout. On dirait qu'elle se tient de nouveau debout. Pas encore, ai-je répondu lentement. Le dernier round est celui où les gens montrent qui ils sont vraiment. Et tu es sur le point de porter le coup de grâce. Je n'ai pas besoin de l'achever. Ai-je dit. Elle s'achèvera toute seule. Darius a gloussé et a raccroché. Je suis restée seule dans mon bureau, la lampe de bureau brillant sur des dossiers soigneusement empilés. Un courant d'air froid d'octobre s'est glissé par la fenêtre. J'ai jeté un coup d'œil à la petite photo sur mon bureau. Nathan et moi le jour de sa remise de diplôme d'ingénieur. Nos sourires éclatants sous le soleil. J'ai murmuré pour moi-même un vieux vœu revenant. Cette fois, mon fils, je ne laisserai personne prendre ce que tu mérites. Au loin, les cloches de l'église sonnaient régulièrement dans la nuit. J'ai fermé le dossier et j'ai ressenti un calme étrange. La tempête était proche, mais cette fois, je tenais les rênes. Ce matin-là, le ciel de Lyon était de plomb, et le premier vent d'hiver cinglait les marches du palais de justice, comme si le temps lui-même retenait son souffle. La salle d'audience numéro 3 était bondée. Des voisins, de vieux amis de Nathan, et des inconnus qui ne connaissaient l'histoire que par les nouvelles, tous étaient là. Au fond, les journalistes avaient leurs appareils photo prêts, les objectifs braqués sur le banc. Je suis entrée avec ma mallette familière. Nathan se déplaçait lentement à mes côtés, toujours avec des béquilles, mais ses yeux étaient plus brillants que jamais. Lily était assise au dernier rang avec la psychologue, serrant son vieil ours en peluche, le petit symbole d'espoir auquel elle s'était accrochée tout au long des audiences. Bianca était déjà là. Elle portait un tailleur noir, le maquillage soigneusement appliqué, mais son visage était pâle en dessous. Camille était assise à côté d'elle, composée, mais ses doigts trituraient un stylo, comme si elle se préparait à ce que quelque chose s'effondre.
Quand Pelletier est entré, toute la salle s'est levée. L'air était épais. Personne ne parlait. Personne ne respirait fort. Pelletier s'est assis et a frappé légèrement de son maillet. Le tribunal de grande instance de Lyon, l'audience de jugement dans l'affaire de divorce entre M. Nathan Martel et Mme Bianca Martel est maintenant ouverte. Je me suis levée et je me suis approchée du pupitre une dernière fois. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait clairement, égale et ferme. Monsieur le juge, tout au long de ces procédures, nous avons fourni une chaîne de preuves cohérente, des documents de propriété et des relevés financiers aux témoignages, prouvant que la maison de la Croix-Rousse est le bien propre de M. Nathan Martel, acheté et titré avant le mariage, sans confusion de patrimoine. Tous les coûts de réparation, d'entretien et d'amélioration ont été démontrés provenir des fonds propres de M. Martel. Par conséquent, la demande de Mme Bianca de partager la propriété n'a aucun fondement juridique. J'ai fait une pause, j'ai regardé vers Pelletier, puis j'ai continué, ma voix baissant d'un ton. De plus, la séquence des événements dans le dossier montre une conduite intentionnelle de la part de Mme Bianca Martel. Une liaison avec M. Tristan Valois, la réception de virements financiers suspects et la subornation d'un mineur pour mentir au tribunal afin de s'emparer à la fois de la garde et de la propriété. Ces actions non seulement violent l'éthique conjugale, mais menacent également le développement émotionnel de l'enfant. Je me suis tournée vers le dernier rang où Lily était assise, ses yeux grands et humides. « Monsieur le juge, » ai-je dit, « je ne demande pas à gagner. Je demande justice pour un enfant qui a été forcé de mentir. » La salle est devenue silencieuse. Pelletier a incliné la tête, une rare émotion vacillant dans ses yeux. Il a hoché légèrement la tête, puis a parlé. « Merci, Madame Martel. La demanderesse a-t-elle quelque chose à ajouter ?» Camille s'est levée, mais cette fois, sa voix manquait de confiance. « Monsieur le juge, ma cliente croit… » « Inutile, » a interrompu Pelletier, calme mais ferme. Le tribunal a examiné le dossier dans son intégralité. Il a baissé les yeux sur l'épaisse pile de papier devant lui et a commencé à lire la décision. Chaque mot résonnait clair, froid et juste, comme du métal frappant la pierre. Après examen de l'ensemble du dossier, le tribunal prononce le divorce entre M. Nathan Martel et Mme Bianca Martel. Sur la base des documents de propriété prouvés, des relevés financiers et des témoignages vérifiés, le tribunal constate que la maison de la Croix-Rousse est le bien propre de M. Nathan Martel, ne faisant pas partie de la communauté de biens, et sa propriété est intégralement préservée. Concernant la garde de l'enfant mineur, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal attribue l'autorité parentale conjointe à M. Nathan Martel et à Mme Evelyne Martel. Madame Bianca Martel est autorisée à rendre visite à sa fille Lily 2 fois par mois sous la supervision d'un travailleur social. Les demandes de soutien financier de Madame Bianca Martel, y compris la prestation compensatoire et le partage des biens, sont rejetées pour défaut de fondement juridique. Le tribunal note également des déclarations trompeuses dans le témoignage de Madame Bianca Martel et transmettra le dossier pertinent au bureau du procureur pour un examen plus approfondi. Le maillet a frappé une fois de plus, résonnant dans la salle silencieuse. Puis, presque aussitôt, le premier son a brisé le silence, les sanglots de Nathan. Il a laissé tomber sa tête sur mon épaule, ses épaules secouées. « Maman, on a gagné !» J'ai tenu mon fils, inondé d'un mélange de soulagement et de douleur. Non pas à cause de la victoire, mais parce que pour arriver à ce jour, nous avions perdu tant de temps, de larmes et une foi autrefois mise en pièces. Lily a couru vers nous et a enlacé nos jambes. Elle hoquetait à travers ses larmes. « Mamie, papa, on peut rentrer à la maison maintenant ?» J'ai hoché la tête doucement, posant ma main sur ses cheveux. « Rentrons à la maison, ma chérie. Notre maison est toujours là. » Une petite salve d'applaudissements s'est élevée du fond. D'abord,
juste quelques voisins. Puis toute la salle d'audience s'est levée, non par curiosité, non par excitation, mais parce que l'équité venait d'être restaurée. De l'autre côté de l'allée, Bianca s'est levée d'un bond et a crié « Ce n'est pas juste! Je ne peux pas tout perdre comme ça! Je ferai appel! Ce tribunal était partial envers elle! » Camille s'est précipitée pour faire asseoir sa cliente, essayant de la calmer, mais Bianca s'est dégagée, les yeux fous. « Elle m'a ruinée! Evelyne Martel, vous avez détruit ma vie! » Je l'ai regardée un moment, puis j'ai parlé doucement. « Non, Bianca, vous l'avez fait vous-même quand vous avez choisi le mensonge plutôt que la vérité. » Pelletier a abattu son maillet avec force, la voix sévère. « Ordre! Si Madame Bianca n'obtempère pas, elle sera expulsée de la salle d'audience. » Camille a baissé la tête et a chuchoté quelque chose à sa cliente. Finalement, Bianca s'est laissée tomber sur son siège, les yeux vides. J'ai vu ses épaules trembler, non plus de rage maintenant, mais de désespoir. Sa famille a tranquillement remballé ses affaires, évitant le regard de tout le monde. Alors qu'il partait, le couloir bourdonnait, certains de pitié, d'autres de mépris, mais personne ne croyait plus à l'image de la pauvre épouse que Bianca avait façonnée. Nathan s'est tourné vers moi, ses yeux s'adoucissant. « Maman, » a-t-il dit doucement, « je ne sais pas comment te remercier. » J'ai souri et j'ai posé ma main sur sa poitrine. « Tu ne me dois rien. J'ai seulement fait ce qu'une mère doit faire. » Pelletier a rassemblé les dossiers, puis m'a regardé. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un juge envers un avocat, mais ceux d'un vieil ami, plein de respect. « Madame Martel, » a-t-il dit, « la justice est peut-être lente, mais elle ne dort jamais. Aujourd'hui, je suis honoré de la voir se réveiller à nouveau sous votre main. » J'ai incliné la tête. « Merci, monsieur le juge. » En sortant du palais de justice, le vent froid a frappé nos visages avec une étrange clarté. Des feuilles sèches tourbillonnaient sous nos pieds. Un faible rayon de soleil filtrait à travers les nuages gris. J'ai levé les yeux vers l'imposant bâtiment derrière nous. L'endroit qui m'avait un jour assez blessé pour me faire abandonner ma carrière. Maintenant, l'endroit qui avait bouclé un cercle de justice. Je ne ressentais aucune jubilation, aucune joie triomphante, seulement une tristesse tranquille. J'étais triste pour Bianca, quelqu'un qui avait tout, mais qui a choisi de se perdre dans la cupidité. J'étais triste pour les gens comme elle, qui croient que l'argent peut tout acheter, même une conscience. Nathan tenait fermement ma main. Lily marchait entre nous, sa petite main dans les nôtres. Elle a levé les yeux et a demandé doucement. « Mamie, on n'a plus besoin du tribunal, n'est-ce pas ?» J'ai souri et je lui ai embrassé le front. « C'est exact, ma chérie. Maintenant, nous avons juste besoin d'amour. » Et en descendant les marches de pierre, je savais que la justice, même si elle peut dormir longtemps, se réveillera toujours à la lumière de la vérité. Novembre s'est écoulé à un rythme étrangement lent. Après l'audience, la presse s'est déchaînée pendant une semaine, puis s'est tue, comme si toute la ville expirait d'un coup. Mais dans un autre coin de Lyon, une femme payait le prix de ses propres choix. Tristan Valois a disparu de la ville. Compte, société, numéro de téléphone fermé ou réattribué. Bianca s'est retrouvée complètement seule. J'ai eu des nouvelles de Darius. Elle avait emménagé dans un appartement miteux du côté de la Guillotière, vendu la plupart de ses bijoux pour payer les frais de justice. Les gens qui la flattaient autrefois se sont éclipsés, craignant d'être liés à un nom devenu un symbole de tromperie. Quant à moi, j'ai choisi de ne pas regarder en arrière. Pas de ressentiment, pas de jubilation, juste une petite pitié pour une femme qui avait tout, une famille, une fille, une maison,
mais qui a tout échangé contre un clinquant vide. Dans les jours qui ont suivi la tempête, je suis revenue à ce qui compte vraiment, la guérison. Nathan avait encore de la kinésithérapie tous les jours. Je l'accompagnais au centre. Je m'asseyais dans la salle d'attente lumineuse. J'écoutais de la musique douce et le roulement régulier des roues de fauteuils roulants sur les parquets. « Comment te sens-tu aujourd'hui » ai-je demandé. Nathan a souri, la sueur perlant sur son front. Un peu mieux qu'hier. Le médecin dit que dans quelques mois, je pourrais abandonner les béquilles. J'ai hoché la tête doucement. Un pas à la fois, mon fils. Chaque pas est une victoire. Chaque soir, quand nous rentrions à la maison, Lily courait vers la porte, serrant des dessins désordonnés de l'école. Elle parlait de la classe, de ses nouveaux amis et de la façon dont sa maîtresse avait loué sa lecture. Le dîner était de nouveau rempli de rire. L'odeur de pâtisserie remplissait la cuisine, se mêlant au bruit des légumes coupés et d'une cuillère tapant sur une marmite. J'ai réalisé depuis combien de temps la maison n'avait pas abrité ce son simple, ce son qui vous fait sentir vivant. Certains après-midi, je me tenais dans la cuisine, regardant Nathan et Lily découper du papier pour faire des cartes, la lumière du soleil entrant par la fenêtre pour peindre une traînée dorée sur la table. Cela me ramenait à l'époque où Nathan était petit, ses yeux s'illuminant de la même manière chaque fois que je rapportais une petite friandise après le travail. Un dimanche après-midi, alors que j'arrosais les plantes sur le porche, Lily est sortie avec mes vieux talons hauts, la paire que je portais à mon tout premier procès il y a plus de 30 ans. « Mamie, regarde !» a-t-elle carillonné. « Je suis une petite avocate. Je vais protéger la justice comme toi. » Elle a titubé de quelques pas, serrant un petit carnet, sa voix solennelle. « Monsieur le juge, je présente la preuve que les biscuits doivent être partagés équitablement entre tous les habitants de la maison. » Nathan et moi avons éclaté de rire. Il a regardé sa fille avec des yeux chauds et fiers. Plus d'ombre, plus d'amertume. Juste le regard d'un père qui avait appris à croire de nouveau au bonheur. Je les ai regardés, une paix rare et pleine s'épanouissant dans ma poitrine. Après des années de droit, j'avais été témoin d'innombrables affaires, témoignages et vies brisées. Mais je n'avais jamais senti la justice aussi proche que maintenant, dans le sourire d'un enfant, l'étreinte d'un père, la chaleur qui émanait d'une petite cuisine. J'ai murmuré pour moi-même et pour tout auditeur invisible. La justice dort parfois, mais elle ne meurt jamais. Elle attend quelqu'un d'assez courageux pour appeler son nom. Ce soir-là, Darius est passé. Il a apporté un petit cadre en bois. À l'intérieur se trouvait une photo de moi, de Nathan et de Lily, prise après l'audience, une photo qu'un journaliste lui avait envoyée en disant « Elle mérite d'être conservée ». Il l'a posée sur l'étagère parmi les vieilles photos de famille. « Je pense, » a dit Darius, « que c'est un beau point final, la fin de mon dernier travail. » J'ai regardé la photo et j'ai souri. « Quant à moi, » ai-je dit, « il est peut-être temps de ranger cette mallette. Elle a traversé assez de batailles avec moi. » « Et maintenant » a-t-il demandé, un peu curieux. « Très bien, » ai-je dit doucement. « Peut-être que je vais tout écrire, non pas pour me vanter, mais pour rappeler à ceux qui viendront après. Ne laissez pas la justice dormir trop longtemps. » Darius a ri, ses yeux sillonnés par l'âge. J'espère que j'aurai l'occasion de le lire. Et je crois qu'une nouvelle génération apprendra quelque chose d'Evelyne Martel. Quand il est parti, je suis restée près de la fenêtre. Dehors, le coucher de soleil baignait le petit jardin d'or. Nathan aidait Lily à replanter la lavande et son rire sonnait comme des carillons éoliens. Je me suis assise à mon bureau,
et j'ai ouvert un carnet neuf. Sur la première page, j'ai écrit la première ligne de future mémoire. J'ai un jour pensé que la justice vivait dans les salles d'audience. En vérité, elle vit dans le cœur de ceux qui choisissent l'honnêteté, qui se relèvent après avoir été abattus et qui osent en croire en la bonté. J'ai fait une pause, levant les yeux, le cœur léger comme l'air. De loin, Lily a couru vers moi, ses talons hauts claquant sur le parquet, ses cheveux volants. « Mamie, apprends-moi encore une chose. » J'ai ri et j'ai ouvert les bras. « D'accord, dernière leçon pour aujourd'hui. » Je me suis penchée et j'ai regardé dans ses yeux clairs. « Lily, souviens-toi de ceci. La vérité est ton arme et la gentillesse est ton bouclier. Porte les deux et tu ne craindras jamais l'injustice. » Elle a hoché la tête, souriant vivement. « Promis, mamie. » Je l'ai serrée dans mes bras, sentant ce petit battement de cœur régulier contre moi. Dehors, le crépuscule violet a remplacé le coucher de soleil. Dans la lumière chaude de notre maison, les rires s'étiraient longuement. Le rire d'une famille qui avait traversé la tempête et retrouvé la paix. Et je savais que notre histoire, l'histoire de 3 générations de Martel, se terminait non pas par un triomphe, mais par la renaissance de la foi. Ce matin, j'ai préparé une tisane chaude, l'odeur de réglisse flottant dans la cuisine. Le soleil matinal s'est glissé à travers les feuilles d'érable à l'extérieur, déposant un or doux sur la table. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre le vent à la fenêtre et les moineaux picorant les avant-toits. De petits sons que j'avais ignorés pendant des années. Dans le jardin, Nathan a fait ses premiers pas sans béquille. Il s'est concentré, respirant fort, la sueur perlant sur son front. Lily se tenait à proximité avec un chronomètre, sa voix claire résonnant. « 1, 2, 3. Papa, tu l'as fait ?» Nathan a ri et a ouvert les bras, et elle s'est envolée dans son étreinte. Depuis le porche, j'ai regardé avec une fierté et une gratitude gonflante que je pouvais à peine nommer. Toute la douleur, toutes les batailles étaient pour ce simple moment. Un père debout, un enfant qui rit et une maison toujours chaude. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai siroté ma tisane. La chaleur a descendu ma gorge, me réchauffant jusqu'au cœur. À ce moment-là, j'ai pensé aux mères là-bas qui endurent en silence, éclipsées dans leur propre foyer. J'aimerais qu'elles puissent voir ça. J'aimerais qu'elles sachent qu'un jour, leurs voix peuvent être entendues et que la lumière peut revenir, même tardivement. Sur l'étagère, le vieil album photo attendait. Je l'ai ouvert. La première page contenait une photo de moi en tailleur noir, debout devant le palais de justice, les yeux vifs, les cheveux noirs, un léger sourire stable. La page suivante était d'aujourd'hui. Nathan tenant Lily, moi à côté d'eux, les cheveux argentés brillant sous le soleil. 2 photos, 2 époques, une seule signification. Ne jamais se rendre. J'ai fermé l'album, ma main reposant longuement sur sa couverture usée. J'ai réalisé que la plus grande victoire de ma vie n'était pas la décision de Pelletier, ni les applaudissements ce jour-là. La vraie victoire était de retrouver ma voix. La voix d'une mère, d'une femme et d'une personne qui refuse de se taire face à l'injustice. J'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit une petite lettre à mon moi plus jeune. Chère Evelyne, celle qui tremblait en sortant du tribunal, déçue. N'aie pas peur, ne regrette pas. Un jour, ton fils se tiendra droit et ta petite fille t'appellera une héroïne. Crois-le, car c'est là que commence la justice. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans la vieille mallette, cette chose qui m'a portée à travers presque tous les combats de ma vie. J'ai passé une main sur sa surface usée et j'ai souri. Peut-être est-il temps de la laisser reposer. Mais je sais aussi que si quelqu'un en a besoin, si la justice est de nouveau oubliée, je l'ouvrirai une fois de plus.
La minuterie du four a sonné dans la cuisine, me ramenant au présent. Le beurre et la cannelle ont rempli la maison. Un petit gâteau, doré et légèrement craquelé sur le dessus, refroidissait sur le comptoir. Je l'ai posé sur la table et j'ai placé 3 petites bougies, non pas pour célébrer la victoire, mais pour remercier la gentillesse qui subsiste encore. Nathan est entré de l'extérieur et s'est appuyé sur le cadre de la porte. « Qu'est-ce qu'on célèbre, maman ?» J'ai souri. Que les blessures se sont refermées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il a soutenu mon regard un long moment, puis a hoché la tête. Lily a couru et a serré ma taille. « Mamie, aujourd'hui, gagnons pour toujours. » J'ai ri et j'ai chuchoté. « Oui, ma chérie, mais c'est une victoire pour la gentillesse, pas pour la haine. » Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de mon histoire. Je sais que ce voyage a été long et plein de douleurs, mais si vous entendez ma voix maintenant, cela signifie que vous croyez encore en la bonté et que vous voulez toujours voir la justice renaître dans des endroits qui semblent silencieux. Je veux vraiment savoir d'où vous écoutez. Quelle ville? Quel pays? Laissez un commentaire avec vos pensées ou votre propre histoire. Je promets de lire chaque ligne, tout comme je lisais autrefois chaque dossier, avec tout mon respect. Si vous pensez que ce voyage en valait la peine, veuillez aimer, vous abonner et rester pour les histoires à venir. Chaque moment que vous passez, chaque mot que vous partagez est le cadeau le plus chaleureux pour une grand-mère comme moi, quelqu'un qui croit encore que de petites histoires peuvent apaiser de grands cœurs. Cet après-midi-là, alors que le soleil plongeait derrière les bâtiments, je me suis adossée à ma chaise en bois et j'ai regardé le père et la fille jouer dans le jardin. Une brise portait l'odeur de pâtisserie et le rire d'un enfant. J'ai fermé les yeux, j'ai souri et je me suis dit « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons apprendre à nos enfants à reconnaître la vérité et la gentillesse. Et c'est ainsi que l'avenir change. Et ainsi, mon histoire s'est terminée sous le soleil, les rires et la foi que la justice, même si elle peut dormir, sera toujours réveillée par des cœurs qui refusent de se taire. »